Chers amis résistants, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 12 mai et voici quelques réflexions du jour. L'humanité est confrontée à une pandémie qui est la première depuis un siècle. Et cela est le fruit d'un certain nombre d'erreurs. Erreurs de toutes parts. Tout d'abord, en janvier-février, les autorités publiques en France et dans les autres pays occidentaux n'ont pas pris la mesure de la gravité de l'apparition de l'émergence de ce virus à Wuhan, en Chine. Il eût fallu interrompre toute relation avec ce pays. Mais nous sommes dirigés par une secte qui, comme toutes les sectes, a des dogmes, et parmi ces dogmes, c'est le libre-échange, la mondialisation, la globalisation, le fait que les hommes peuvent impunément parcourir la planète dans tous les sens. Et quels que soient les périls que nous oublions très vite, parce que les dirigeants ont cru que notre civilisation était invulnérable et qu'il ne pouvait rien lui arriver de dramatique. Ils ont laissé le diable sortir de sa boîte, ils ont laissé le virus circuler sur la Terre, et je n'incrimine pas là les autorités françaises parce que les autres autorités ont fait la même chose. C'est vrai qu'on a été particulièrement laxistes et que les gens qui parcouraient le monde par avion à cette époque-là étaient frappés de voir qu'on pouvait venir en France de Chine par des dizaines et des dizaines de vols tous les jours, 20 vols par jour venaient de Chine, et que les passagers n'étaient même pas contrôlés au niveau de leur température. Donc, si vous voulez, il y a eu vraiment là une erreur monumentale qui, encore une fois, n'est pas le fait des seuls dirigeants de la République française, puisque la pandémie est arrivée dans des autres pays pour les mêmes raisons et dans les mêmes circonstances. Ça, c'est une critique que j'adresse à la secte libérale. Maintenant, au point où nous en sommes, je constate que l'opinion publique est clivée, comme d'habitude, entre deux catégories d'individus. Ceux qui ont peur et ceux qui disent aujourd'hui il faut préserver la santé publique, préserver la vie d'abord, et ceux qui, comme le parti de la bêtise, c'est-à-dire la droite, bien sûr, américaine notamment, nord- et sud-américaine, privilégient l'économie et jouent les fiers à bras, les cow-boys, en disant qu'avec un gros flingue, on ne risque rien, et que tout ça, c'est des préoccupations de mauviettes, et qu'il ne faut pas avoir peur, et qu'il faut que les foules se rassemblent, que l'économie tourne, et c'est ça qui compte d'abord, et on ne va pas se laisser arrêter par un virus. C'est la position d'un Trump, d'un Bolsonaro, et d'un certain nombre de conservateurs, même en Europe, qui veulent privilégier l'économie sur la préservation de la vie et de la santé. Il y a aussi, alors plus à gauche, des gens qui se prennent le chou sur le thème de la sécurité sanitaire entrave la liberté. Et les autorités sont amenées à prendre des mesures liberticides. On va violer le secret médical, on va empêcher les gens de circuler comme ils veulent, on va contraindre les malades à prendre des précautions. Je trouve ce raisonnement tout aussi absurde que le précédent. Quand un individu est mort, il ne sait plus ce que veut dire le mot liberté. Il ne sait pas ce que veut dire le salaire, la préservation de l'emploi. La mort est la négation de tout. Quand un homme est sur un lit d'hôpital, en réanimation, entubé, avec une trachéotomie, sous curare, c'est de la torture. Ah, évidemment, les soignants ne sont pas des bourreaux, des tortionnaires, au contraire. Ils font ce qu'ils peuvent, dans les limites ô combien restreintes de la science actuelle, pour soulager les souffrances. Néanmoins, les milliers, les dizaines de milliers de malades qui passent par la réanimation subissent une torture. Et je ne dis pas le mot à l'excès, c'est une torture. Être allongé sur le ventre pendant 21 jours avec la peau du front et du menton qui s'enlève, avec un coma artificiel, avec une trachéotomie et un entubage, c'est de la torture. Alors face à cela,
les petits pinaillages de ceux qui viennent nous parler de liberté pour laisser circuler un virus me paraissent bien mal placés pour ça. Et pourtant, je suis un anarchiste par certains côtés, un homme de liberté, un homme qui conteste volontiers les autorités quand elles portent atteinte aux libertés fondamentales, mais la liberté d'être torturé et de mourir, c'est pas une liberté. Et il est nécessaire de prendre des mesures de précaution. Il est nécessaire d'imposer aux individus irresponsables, parce qu'il y en a, des mesures de précaution. Et j'approuve les autorités. Encore une fois, je ne parle pas que des autorités françaises, je parle des autorités de tous les pays concernés, lorsque ces autorités prennent des mesures pour préserver la santé publique. Et ça m'amène à poser une question ô combien philosophique, éthique, essentielle, c'est le rapport qu'il y a entre la liberté individuelle et la responsabilité. Alors, il y a évidemment à notre époque des gens qui seraient tentés par instaurer une société hygiéniste dans laquelle on pourrait prohiber l'utilisation de substances toxiques et dangereuses pour la santé et contraindre les gens à des prudences, à des précautions qu'ils ne veulent pas prendre. Eh bien là, je dis une chose, il faut laisser les gens libres, y compris libres de se faire du mal s'ils en ont envie. Prenons un exemple, ou deux exemples concrets. Vous avez des gens qui consomment de l'alcool. Vous avez des gens qui fument du tabac, ou du hashish, ou d'autres choses. Que faut-il en penser? J'allais dire, moi, en tant qu'amateur de science, j'explique à tous ceux que j'aime, à tous ceux pour lesquels j'ai de l'affection, et il y en a certains qui sont très proches de moi, et auxquels je dis, si vous pouvez vous passer du tabac, passez-vous du tabac, c'est de la poudre à cancer. C'est de la poudre à cancer, et ça vous fait perdre de l'argent, de la santé, du souffle, de la qualité de vie, de vos poumons. Mais je serais contre le fait d'interdire, de sanctionner pénalement les gens qui, informés, prennent la liberté de fumer, de boire, dans la mesure où ils ne boivent pas en conduisant, de pratiquer des sports à risque, s'ils le souhaitent, après avoir été informés. Parce que quelqu'un qui boit de l'alcool menace son foie et risque des encéphalites, des encéphalopathies verniques ou autres, qui sont des maladies dégénératives. Bien, il les risque, ces maladies, il doit être informé, celui qui consomme de l'alcool. Mais s'il choisit, une fois informé, de le faire, j'estime que c'est sa liberté. En revanche, la liberté s'arrête là où commence la liberté des autres de ne pas encourir un risque. Et j'en reviens au Covid. Si une personne nous dit « moi, le Covid, je n'en ai pas peur », et il m'est complètement indifférent d'attraper cette maladie, comme d'attraper le cancer du poumon, comme d'attraper une cirrhose du foie en consommant de l'alcool, pas grave. Mais le problème, c'est que celui qui prend des risques Covid fait courir à autrui des risques. Or, si on a le droit de courir des risques pour soi-même, ça participe de la liberté individuelle. Et cette liberté, elle est respectable. Il ne faut pas faire courir aux autres des risques qu'ils n'ont pas choisis. La liberté de prendre des risques pour les uns, ce n'est pas de les imposer aux autres. Or, avec des maladies contagieuses, le problème, c'est que, en ne prenant pas des précautions, on met en danger autrui, on risque de tuer des personnes. Et ces personnes irresponsables qui, actuellement, chez nous, se rassemblent sur le canal Saint-Martin ou se rassemblent à 80 dans des obsèques, comme je l'ai entendu dire, sont, peut-être sans en avoir conscience, des criminels. Des criminels, oui, car leur attitude risque d'entraîner la mort des autres. Qu'une personne choisisse délibérément de dire « voilà, j'ai une passion, j'ai un besoin, j'ai besoin de boire de l'alcool, j'ai besoin de prendre de la drogue, j'ai besoin... » C'est, après tout, un choix individuel qu'en tant qu'homme de liberté, je respecte infiniment.
Mais j'entends que ce risque ne soit pas adressé aux autres. Celui qui propage une maladie est un criminel. C'est ce qu'il faut entendre. Et donc sur ce point, je ne ferai pas partie des pleureurs qui actuellement se lamentent parce qu'on dépiste, parce qu'on suit les malades, parce qu'on oblige les gens à être respectueux de la vie d'autrui. Tout simplement. Prenez des risques tant que vous voulez, ne faites pas courir des risques aux autres. Et c'est toute la différence qu'il y a d'un côté entre la liberté qui est sacrée, qu'il faut défendre, et de l'autre côté le principe de responsabilité vis-à-vis d'autrui. N'imposons pas aux autres nos choix personnels, surtout quand ces choix consistent à prendre des risques sur notre vie, notre santé, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus précieux. C'est le petit coin de philosophie sur la liberté et la responsabilité. Je voudrais maintenant parler des frontières. Des frontières, oui, dont Georges Bidault disait que c'était les cicatrices de l'histoire, les frontières. Vous avez actuellement la secte libérale qui ignore les frontières. Les milliardaires qui dirigent les pays, qui constituent ce qu'on appelle l'État profond, ceux qui désignent les présidents qui vont servir leurs intérêts. Ces gens-là ne connaissent pas les frontières. Si vous prenez les hommes les plus riches de France, je ne vais pas citer leurs noms, vous les connaissez, lisez certains journaux, plus exactement certains ouvrages qui sont consacrés à la Macronie, par exemple, ou aux turpitudes de l'État actuel, vous saurez quels sont ces gens-là. Ces gens-là n'ont pas de pays. Ces gens-là vivent en France, en Belgique, en Suisse, de préférence. Vont aux États-Unis comme vous allez dans le département à côté, ils n'ont pas de pays, ces gens-là. Ils ne connaissent pas les frontières. Et ils ne connaissent pas les frontières non plus pour leurs intérêts économiques. Je veux dire par là que si ça leur coûte moins cher de faire produire du paracétamol en Inde ou en Chine, ils vont délocaliser et faire le paracétamol par les Chinois ou les Indiens, ce qui nous amène aux situations que vous connaissez. Et quand je dis paracétamol, c'est vrai pour tout. Toutes les innovations technologiques de notre temps ne sont plus qu'édifiées dans des pays à bas coût, c'est-à-dire où il n'y a pas de salaire, ou très peu de salaire, et où on exploite les gens. On exploite les gens parce que des actionnaires ont décidé que, pour des raisons de profit, de rentabilité, il fallait faire produire dans des pays où il n'y avait pas de garantie sociale, pas de salaire minimum et pas de garantie environnementale. On peut polluer tant qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut, et ça rapporte. Donc, les libéraux ne connaissent pas les frontières. Et puis, il y a ceux qui s'opposent à cela et qui reviennent au souverainisme. Alors, le souverainisme, c'est quoi? C'est à la mode maintenant, on en reparle. C'est d'ériger des murs, c'est d'ériger des frontières et dire qu'il faut se retrouver entre citoyens d'un coin connu pour décider de sa vie. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Je pense qu'effectivement, les peuples ont besoin d'un État. Un État, c'est-à-dire un instrument, un outil. Moi, je n'ai pas le fétichisme des nations d'autrefois. Je suis beaucoup plus proche d'un homme de gauche, allemand, canadien, brésilien, d'un protecteur de la nature, états-unien ou suisse, que d'un chasseur français. Mon idéologie, ma patrie, c'est la protection de la nature, c'est la protection du vivant, c'est le choix de la vie. Bien. Mais, je dis qu'on a besoin d'un État. Pourquoi? Parce qu'il faut assurer la sécurité des gens, parce qu'il faut rétablir la justice sociale, parce qu'il faut protéger les plus faibles, parce qu'il faut restreindre les cupidités humaines, ou les assassins, les violeurs, les voleurs, les escrocs. Donc il faut un État qui protège. Que cet État soit une province, que ce soit un ancien État-nation, ou que ce soit les États-Unis d'Europe, ça m'est complètement indifférent. Ce qui compte pour moi, c'est ce que fait l'État. Or, l'État doit garantir la justice sociale, la protection de la nature, la protection de l'homme, de l'arbre et de l'animal. C'est ça que j'attends d'un État, qu'il s'appelle Bretagne, qu'il s'appelle Auvergne, qu'il s'appelle France, qu'il s'appelle Union européenne, peu m'importe. Ce que j'attends d'un État, c'est qu'il garantisse les services publics,
la santé publique, la sécurité publique, l'éducation des enfants, la justice, le bien-être des gens. C'est ça qu'on attend d'un État. Alors, il y a une confusion là, qui s'opère dans un certain nombre d'esprits. C'est que je vois des amis philosophes parler à longueur d'année de l'État maastrichtien. Le traité de Maastricht, que les Français ont approuvé le 20 septembre 1992, comporte des éléments qui résultent du fait que l'Europe est dominée par des libéraux, par la secte libérale. Et il est vrai que dans les énonciations du traité de Maastricht, il y a des choses inacceptables. La règle des 3%, par exemple, de déficit. Le fait que la Banque centrale ne puisse pas financer les États et les services publics. C'est inadmissible. Ça a été imposé par les Allemands et par Helmut Kohl à un homme dit de gauche, prétendument de gauche, qui était François Mitterrand à l'époque, qui a accepté des choses qui, selon moi, sont en effet inacceptables. Le traité de Maastricht est un mauvais traité, mais ce n'est pas l'Europe qui est mauvaise, ce n'est pas l'Europe qui est en cause, c'est un traité qui n'est pas valable. Pourquoi ? Parce qu'au lieu de construire une Europe sociale, une Europe tournée vers le bien public, vers l'intérêt des gens et vers la protection de la nature, on a construit un marché commun au service de la finance, au service de dogmes monétaires, au service d'un certain nombre de principes que la secte libérale impose et qui sont des principes délétères, mauvais. Donc, je rejoins la critique, notamment de mon ami Michel Onfray, sur l'État maastrichtien, mais j'en différerai sur un point que je préciserai très clairement. Il faut construire les États-Unis d'Europe. Mais ces États-Unis d'Europe doivent être sociaux, doivent être écologistes, et ne doivent pas se fonder sur le culte de l'économie, de la monnaie, de l'argent et de l'entreprise, mais sur la quête du bien public, de la protection de la nature, de la protection des services publics. Donc, inverser les choses. C'est pas évident, parce que les peuples continuent à voter pour les ennemis de la Terre, pour les ultra-conservateurs du CPNT et autres tendances, qui sont des tendances absolument délétères, mauvaises, néfastes. Mais ces peuples votent ainsi au niveau européen, avec le PPE, mais votent la même chose. Comme je l'ai dit plusieurs fois, les Hauts-de-France, l'Auvergne, Provence-Côte d'Azur ne sont pas dirigés par de généreux éclairés socialistes authentiques ou écologistes avancés, mais par des libéraux conservateurs tout autant que la Commission de Bruxelles. Donc ce qui est en cause, ce n'est pas l'Europe, c'est le libéralisme économique. Voilà ce que je voulais vous dire. Aujourd'hui, on a parlé de liberté et de responsabilité, on a parlé de l'État national ou non national, mais qui doit être démocratique et qui doit servir le bien public. C'est ça qui est essentiel, quel que soit son contenant. Ce qui compte, c'est le contenu. Mes amis résistants, à la semaine prochaine, si vous le voulez bien. Merci par avance.